Bien, écoutez, bonjour à tous. Marie-Noël Catou, directrice du CREPSI Hauts-de-France. Et je veux saluer la possibilité que nous avons ce matin de nous retrouver tous ensemble pour cet événement qui était prévu durant les semaines d'information de la santé mentale, qui bien évidemment, au vu du contexte, n'a pas pu avoir lieu et qui est reporté dans le cadre du mois de l'accessibilité de la ville de Lille. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes 160 derrière vos écrans. On n'arrête pas le progrès et je pense que c'est un événement qui a, en tous les cas, rencontré beaucoup de succès. On envisage peut-être avec l'équipe du CREPSI de pouvoir le reprogrammer à un moment ultérieur. Donc, cet événement, schizophrénie, toi, moi, nous, cliché, réalité, vous avez la parole. On espère que, effectivement, même si à distance, le chat permettra de pouvoir échanger ensemble sur ce sujet. Je veux remercier la ville de Lille pour nos collaborations régulières. Donc, mois de l'accessibilité de la ville de Lille, on devait pouvoir faire cet événement à la médiathèque. La ville de Lille, donc, qui a aussi permis que les participants à cette table ronde puissent bénéficier de masques inclusifs. Voilà, moi je ne vais pas rester avec vous, donc je suis chassée. Il faut garder les mesures de protection physique. En tous les cas, c'est vrai que nous compagnonnons régulièrement et nous avons des collaborations régulières avec la ville de Lille, donc je veux les remercier. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on le sait, le handicap psychique est source de nombreux préjugés. Les personnes sont encore bien souvent beaucoup trop stigmatisées. Les regards que porte la société sur la maladie mentale ont largement besoin encore d'évoluer, de bouger, et le CREPSI participe à favoriser cette déstigmatisation. Et ce matin, justement, nous allons pouvoir échanger ensemble à partir du savoir expérientiel de Laurence, d'Éric et de Laurent qui vont témoigner sur le sujet et vous partager un petit peu leur vécu, leur regard, et nous espérons que ça permettra des échanges via le webinaire. Donc je veux vraiment les remercier pour leur engagement et leur envie de pouvoir faire bouger les lignes dans le champ du handicap psychique. Et puis, je tiens aussi à remercier bien évidemment Marine Merleved et le docteur Trine. Toute l'équipe du CREPSI participe à cet événement, mais elles ont vraiment, toutes les deux, été la cheville ouvrière de ce webinaire. Je tiens à saluer leur dynamisme et leur investissement. Alors, dans les remerciements, vous rassurez-vous, on ne va pas être trop long, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez le voir, donc il va y avoir une petite vidéo qui est réalisée par des adhérents du GEM de Maubeuge et puis des personnes qui ont bénéficié d'un accompagnement par la clinique Marie de Savoie, au Cateau-Cambrésis. Je salue les collègues que je ne vois pas, mais qui doivent probablement être derrière quelque part. Nous avons aussi des collaborations régulières et je sais aussi leur engagement au service du rétablissement des personnes, quel que soit le chemin à prendre. Et en tous les cas, ce rétablissement, il va aussi pouvoir être partagé à travers les témoignages et le savoir expérientiel des personnes qui sont autour de la table. Voilà, donc écoutez, merci à tous pour votre participation active. C'est toujours agréable de pouvoir, en ces temps particuliers, maintenir des événements qui continuent à produire du souffle et du dynamisme. Et nous le souhaitons, qui permettra véritablement aussi de faire bouger les lignes, les préjugés, les représentations, faire sauter quelques clichés et permettre aussi de nommer certaines réalités au service de la qualité du parcours de vie, la qualité de vie de chacun d'entre nous, puisque tous les citoyens finalement sont concernés de près ou de loin par la maladie mentale, on le sait. Les chiffres le montrent aussi. Donc merci à vous. Et puis écoutez, je cède ma place au docteur Trine et je vous laisse entamer votre rencontre. Merci à vous. Je continue à vous suivre, mais derrière mon bureau. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons maintenant
procéder à l'habituel tour de table. Donc, je vous laisse à tour de rôle de fait vous présenter. Alors, moi, je vais juste replacer. D'ailleurs, je voudrais remercier le CREPSI, Marie-Noël, toute l'équipe qui permet de nous accueillir ici. C'est vrai que ce n'était pas du tout préparé comme ça au départ. On devait être à la médiathèque Jean Lévy, on devait être dans un autre contexte. Mais voilà, ça se fait et c'est bien un événement qui est maintenu. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, je vais revenir sur pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la schizophrénie. Parce qu'en fait, avec Eric et Laurent, nous nous rencontrons régulièrement depuis 1 an pour parler autour de thématiques différentes sur la schizophrénie. C'est à cause et grâce à Eric à côté de moi. Donc c'est lui qui nous a donné l'envie de partager nos savoirs expérientiels et puis de débattre. De débattre et puis aussi, pas que de débattre d'ailleurs, de poser nos ressentis. Donc, je vais moi commencer à me présenter. Je vais me présenter, en fait, je suis Laurence Trouillet, voilà. Et puis, pour la petite introduction, je vais juste faire une petite énigme. Alors, mon premier est l'histoire d'une famille ordinaire, 2 parents, 2 enfants. Mon deuxième est un intrus qui s'invite brutalement et bouleverse tout sur son passage, un véritable tsunami. Mon troisième, une maladie qui porte un nom digne d'un Scrabble, si vous voulez. Qui suis-je? Indice, je suis bien installée pour rester longtemps si on ne prend pas soin de moi. Vous avez trouvé? Je suis la S. Bon, on va bien parler de la schizophrénie, hein, ça c'est sûr. Ça retrace bien, moi, mon expérience de famille confrontée à la S. Hein. Je vais l'appeler comme ça parce que, voilà, j'aime pas le mot. Et la S est rentrée dans ma famille il y a 10 ans maintenant, pratiquement jour pour jour. J'ai 2 garçons, dont l'aîné qui en 6 mois, même pas, hein, enfin 6-8 mois de temps, a basculé vers la schizophrénie. Donc, nous vivons avec cette personne, cette maladie qui, en fait, prend toute la place dans la famille. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, eh bien, j'ai la chance de représenter l'UNAFAM, l'Union nationale d'aide aux familles et amis concernés par le handicap psychique. Voilà, tout d'abord, j'ai poussé la porte parce que j'en avais besoin en tant que famille qui était complètement perdue et qui avait besoin d'aide. Donc, merci, j'ai poussé la porte et puis j'y suis restée. Ça fait pratiquement 10 ans, hein, pratiquement aussi. Et puis maintenant, j'ai pris la responsabilité d'une délégation départementale. Ça fait quand même des belles responsabilités. 6 points d'accueil, il y a à peu près 20 bénévoles et 400 adhérents. Et on en reparlera durant, je pense, cet exposé. Et puis à côté de ça aussi, j'ai une autre casquette qui est complémentaire. Je suis sophrologue dans le milieu libéral. Et ça me permet, d'aider des personnes en situation de handicap psychique également dans une association qui s'appelle Fraternative, qui est un accueil en journée à Tourcoing. Et ça permet justement d'apporter de l'aide. Souvent on pense que la sophrologie c'est de la relaxation, mais non, c'est aussi un protocole très élaboré, bien cadré. Il peut aider justement ces personnes en situation de handicap psychique à retrouver la conscience de leur corps, de leurs émotions, de leur perception. Donc voilà, tout ça, ça a donné du sens en fait à ma vie, ça a bouleversé ma vie comme celle de ma famille. Je m'arrête là. Je vais donner la parole à Eric. Voilà. Bonjour à tous, je suis Eric, un usager de la psychiatrie. Autrement dit, je suis schizophrène. J'ai hurlé dans les rues. J'ai été celui qui ne parle plus, celui qui ne comprend plus rien à ce qui l'entoure. J'ai suscité la peur, le rejet, la colère et l'incompréhension. Parfois la pitié et la tendresse qu'on a pour un fou. J'ai connu des souffrances qui m'ont donné envie de mourir. De mes hallucinations, mes idées délirantes, de mes impressions d'être un dieu, puis tout le contraire un instant d'après. Je reviens à un long parcours entre démence et douleur. Je n'essaierai pas aujourd'hui de me justifier. Je n'ai rien fait pour mériter ce sort. Mais je voudrais juste vous aider à comprendre ce qui peut paraître incompréhensible, irrationnel. J'essaierai de répondre à vos questions sans tabou et vous inviterai à réfléchir avec nous sur une vision de la schizophrénie. Laurent. Bonjour, je m'appelle Laurent Parmentier, je suis infirmier de secteur psychiatrique maintenant depuis presque 35 ans. J'ai travaillé en début de carrière en milieu carcéral, puis ensuite j'ai intégré l'hôpital de jour d'Aubourdin.
Je me suis formé à différentes techniques de soins durant ma carrière. Je suis musicothérapeute, thérapeute familial, mais j'ai aussi fait un peu d'analyse transactionnelle, de gestalt thérapie. Et à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'aller m'allonger quelque temps sur un canapé pour y comprendre un peu plus sur ma vie. C'est aussi là où j'ai pu me réconcilier avec l'histoire de mon père, qui était entré à l'hôpital psychiatrique à ma naissance et avec qui j'ai eu très peu de contacts dans ma vie, si ce n'est des va-et-vient entre l'hôpital psychiatrique, l'extérieur, et finalement aussi, je veux dire, une connaissance du milieu psychiatrique qui a commencé très tôt, mais plus en allant en visite, en rencontrant des fois des infirmiers qui étaient là et qui, ça m'a au début complètement, on va dire, dégoûté. Je n'avais pas envie du tout de devenir infirmier, j'avais envie de faire autre chose. Et puis je suis revenu par une petite porte qui était des travaux d'été où j'ai travaillé en cuisine. Et là, il y avait des patients à l'époque qui, on a commencé à discuter, puis j'ai découvert que le milieu psychiatrique était quand même quelque chose de particulier, d'étonnant, qui permettait aussi de découvrir des histoires de vie. Et c'est aussi un peu pour ça que finalement, je suis devenu infirmier. J'ai connu l'hôpital psychiatrique à partir des années 60, 65, 66, et j'ai vu son évolution. On est passé de l'hôpital psychiatrique au centre hospitalier spécialisé pour devenir finalement maintenant l'établissement public de santé mentale et avec de plus en plus d'alternatives à l'hospitalisation qui sont sur le secteur. Si je suis devenu infirmier de secteur psychiatrique, je le dois à ma mère, ainsi qu'aux rencontres que j'ai faites dans mon enfance. D'abord à la cafétéria de l'hôpital, puis petit à petit avec des gens qui étaient finalement assez gentils. Je pense que maintenant, on va pouvoir commencer à répondre aux questions qui se posent. Avant toute chose, il y a une petite vidéo que nous souhaitions vous faire passer, donc sur les clichés et les réalités. Donc, le temps de la mettre, et puis c'est parti. Ok. Moment de Croustin de dénoncer les clichés. Cliché. J'ai le droit de me réinsérer et de travailler. Réalité. J'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Cliché. Je gère comme Robin des Bois, j'ai plus d'une corde à mon arc. Réalité. T'imagines avec mon gun toujours dégainé. Cliché. Alors que je suis quelqu'un de plutôt renfermé. Réalité. C'est pas parce qu'on est bipolaire qu'on a la tête à l'envers. Cliché. Ma volonté de faire, de garder les pieds sur terre. Réalité. Cliché. Réalité, réalité, cliché, cliché, réalité, réalité, cliché. Sortez des idées reçues. Sortez des idées reçues. Sortez des idées reçues. Reportage, ciné, JT, font penser qu'on est déchet de la société. Cliché. Arrêtez de gober tout ce qu'on passe à la télé. C'est pas la vérité. Réalité. Ne crois pas que je tombe du côté obscur comme Dark Vador. Cliché. Tous les jours je me bats, la force de encore. Réalité. Je suis défoncé tout le temps avec ces médicaments. Cliché. Il en a besoin pourtant pour mon rétablissement. Réalité. Même si au fond tu crois qu'on n'est pas bon, cliché. Il faut une introspection pour se connaître à soi. Réalité, réalité, cliché. Cliché. Réalité, réalité, cliché. Cliché, réalité, réalité, cliché. Cliché. Réalité, réalité, cliché. Sortez des idées reçues. Sortez des idées reçues. Sortez des idées reçues. Réalité, sortez des idées reçues. Cliché, réalité, sortez des idées reçues. Cliché. Réalité, sortez des idées reçues. Cliché.
Réalité, sortez des idées reçues. Cliché, réalité, réalité, cliché. Cliché, réalité, réalité, cliché. Cliché, réalité, réalité, cliché. Cliché, réalité, sortez des idées reçues. Donc voilà, c'était finalement une petite mise en bouche avant les questions et réponses d'Éric, Laurent et Laurence. Donc, Dr Trine, je vous laisse commencer finalement le débat. Voilà, on va commencer par le thème sur la personne et la maladie. Alors, pour vous, c'est quoi être schizophrène? Qui souhaiterait à ce moment-là apporter la réponse? Je vais commencer. Allez-y. Alors, la schizophrénie est pour moi, je dirais la fameuse phrase en disant qu'il y a autant de schizophrénie que de schizophrènes. Il y a plusieurs types de schizophrénie, de la schizophrénie simple à la catatonique. Les symptômes de chacune sont très différents entre elles. Ils vont de l'incapacité à commencer une action jusqu'aux hallucinations. Cependant, et pour approfondir ma réflexion, je dirais que la schizophrénie est avant tout une façon d'aborder la réalité. Si chacun vit dans sa propre réalité, avec sa perception des faits, le schizophrène en décompensation perd le tronc commun qui relie toutes les vérités entre elles. Ce décalage, dû à la distorsion des perceptions des événements, est non seulement très douloureux, mais nous écarte de toute vie sociale. Imaginez-vous, pour vous mettre en situation, vous entendez des insultes, des moqueries sur vos complexes les plus secrets à chaque fois que vous croisez quelqu'un dans la rue. Je vous laisse très peu de temps pour comprendre que vous êtes malade et que vous hallucinez. Sinon quoi? Vous arrêtez de vous déplacer et là, les voix continuent. Et là commence la folie. L'image du fou dangereux ou de l'idiot du village, pour qui on a une certaine tendresse, ne prend pas en compte les souffrances extrêmes du décalage et de la solitude quand on perd la raison. Voilà ma définition de la schizophrénie. La schizophrénie est une altération de la perception d'une réalité partagée par la majorité des hommes. Mais la schizophrénie est aussi souffrance et isolement. Je vais essayer de répondre à cette question. Pour moi, on n'est pas schizophrène, mais on souffre de schizophrénie déjà. C'est une maladie qui est invisible, mais qui est bien réelle, puisqu'elle est extrêmement invalidante. C'est un véritable handicap. L'OMS a quand même classé cette maladie dans les 10 maladies les plus invalidantes, handicapantes. C'est une maladie mentale qui est complexe, qui est chronique et qui affecte énormément les mécanismes de pensée, des émotions, des perceptions et du comportement des patients. Au départ, je pense que c'était M. Blauler, qui est un psychiatre suisse en 1911, qui a posé ce diagnostic en partant, je pense, des démences juvéniles et précoces. Après, l'évolution, elle est ce qu'elle est actuellement. C'est tout ce que je peux en dire en tout cas. Elle représente 600 000 personnes en France qui souffrent de schizophrénie. Je vais un petit peu étayer de temps en temps avec des statistiques qui viennent d'ailleurs de statistiques réelles, qui sont le grand baromètre de la schizophrénie, qui a été établi en 2018 aussi, et puis du baromètre de l'UNAFAM. Mais elle est considérée effectivement comme dangereuse. Et les gens pensent toujours que ça concerne très peu de personnes, mais en fait, ça concerne une personne sur 100 à peu près. Donc voilà ce que je peux dire, moi, ce que je connais. Donc, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, je pense que oui, on est sur 1% de la population française à peu près, donc 600 000 personnes. Si on considère que chaque personne a à peu près 2 parents, on serait à 1,2 million de personnes concernées en France, ne serait-ce qu'au niveau de la schizophrénie. Si on prend que pour chaque... ils ont des frères et sœurs, on arrive très rapidement à plus de 2,5 millions, voire 3 millions de personnes concernées par la maladie. C'est pas rien dans notre pays. Après, la schizophrénie, comme le disait Éric, c'est des symptômes qu'on va voir, des choses qu'on appelle des symptômes positifs, qui sont des hallucinations, du délire,
des choses qui vont être très bruyantes, et aussi des choses qu'on va moins voir, moins entendre, qui vont être des troubles comme l'apathie, la boulie, la pragmatisme, donc des gens qui vont être en difficulté pour faire les choses, pour penser les choses, pour réagir, et aussi des troubles cognitifs qui vont peut-être empêcher aussi d'agir, d'être dans des schémas de pensée tels que les nôtres. Ce qui fait que... Vous avez des exemples des troubles cognitifs, je pense. Alors, dans les troubles cognitifs, on peut avoir des gens qui ont des problèmes de mémoire, des gens qui vont avoir des problèmes à se représenter, des gens qui vont avoir du mal finalement à engager les actions aussi. Donc, il va falloir aussi travailler sur la motivation, sur des choses qui vont pouvoir aider, accompagner les gens dans leur quotidien. Dans les troubles cognitifs, il y a aussi tout ce qui est au niveau de la cognition sociale. Voilà. Une difficulté aussi pour reconnaître en fait, les émotions des autres. Les émotions des autres, il y a aussi des difficultés dans les habiletés sociales, dans les capacités à faire les choses au quotidien. Voilà. Alors, simplement, je me permets, Dr Trine, une question. Quelqu'un demande de vous présenter, du pourquoi, en effet, vous êtes en bout de table. Voilà. Bonjour, donc c'est Trine, je suis psychiatre au CREPSI. Et donc, parmi des différentes missions en fait, au sein du CREPSI, je tiens énormément justement à promouvoir justement la parole des personnes qui présentent en fait, un handicap psychique, mais aussi son entourage, et comment effectivement donc travailler aussi dans le rétablissement, les mettre aussi en avant, dans le cadre aussi de l'empowerment, et tout aussi travailler en même temps les liens qu'il y a entre effectivement les personnes, mais aussi les professionnels, pour qu'il y ait aussi un travail de déstigmatisation et auprès du grand public. Voilà. Je vous laisse poser la deuxième question de fait. Oui, donc justement, quand vous disiez tout à l'heure par rapport aux signes, ce sont peut-être aussi déjà un peu quelque chose avant-coureurs de la maladie. On peut en parler comme ça. C'est une question aussi qui a été demandée comme ça. Alors, il y a l'annonce du diagnostic. Et qu'est-ce qui se passe alors après ? Ça, le diagnostic, c'est quelque chose qui est quand même assez important pour tout le monde, hein, pour la personne qui souffre. Et puis, je voulais rebondir sur justement comment deviner si une personne souffre de schizophrénie au premier regard, dans ce sens-là aussi, parce que ça ne se voit pas, et notamment quand les personnes sont jeunes, on confond exactement tous ces symptômes dans une crise d'adolescence. C'est pour ça que c'est difficile de reconnaître les signes de la schizophrénie, notamment sur le parcours de la prise en charge au départ. On dit tout le temps il faut prendre le plus tôt possible. Mais nous, les familles, le plus tôt possible, c'est un peu des fois tard, mais voilà, c'est compliqué. Tous ces signes de déscolarisation, de phobie, de délire, jusqu'à la crise, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte. Alors ça, c'est le problème. Alors le second problème, c'est l'annonce du diagnostic. Souvent, le diagnostic est très long. Là, j'ai cité les statistiques du baromètre, qui est quand même un questionnaire qui est récent, qui a été proposé à 15 000 adhérents de nos adhérents l'UNAFAM. Et 50 questions ont été posées. Il y a eu 5 000 réponses, 5 062 réponses exactement. Et parmi ce questionnaire, avec des axes différents sur la stigmatisation, les conséquences, etc., il y avait cette annonce du diagnostic qui prend quand même beaucoup de temps. Hein, je vois dans les statistiques, plus de 24 mois, 47,3%, ce qui est quand même assez énorme. Et nous, on attend, famille, on attend, mais c'est quoi la maladie? C'est quoi le truc? Pourquoi c'est si long à évaluer? Voilà. Souvent, il faut que ça passe en milieu hospitalier, qu'il y ait une crise, que ça soit pris en charge, l'évaluation. Et puis là, on vous pose un diagnostic. Alors, le diagnostic, ça, c'est le truc que j'adore. Alors, on vous dit, dans le meilleur des cas, imaginez, hein, vous êtes confronté, vous ne connaissez rien des maladies de la psychiatrie en général, vous n'avez pas envie d'en connaître plus d'ailleurs, et on vous dit dépression. Bon, si on vous dit dépression, vous allez dire, bon, ça va se soigner relativement vite. Bon, ça va encore, hein, passons. On vous dit borderline. Alors là, déjà, vous allez vous dire, il y a deux mots, borderline, c'est quoi ce truc? Donc, vous allez de toute façon regarder sur Wikipédia ou autre chose en rentrant. Parce qu'on ne va pas tout vous expliquer tout de suite non plus. Et donc, c'est un peu compliqué.
Et puis aussi, alors après, on peut vous dire bipolaire. Ça, bipolaire, bi, 2, polaire, ours polaire, chaud, froid, polaire, chaude. Non, mais je rigole, mais c'est à peu près l'effet que ça fait des fois. Et puis là, on vous dit schizophrénie. Et là, et quand on ne met pas un autre mot à côté, paranoïaque ou machin, d'autres trucs à côté, et là, on sort de là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On est super content. On a 2 mots qui sont géniaux, qui sont synonymes de peur, en fait, parce que la conscience collective fait que c'est associé à des tas de films qu'on a déjà vus, que c'est la violence, que c'est la stigmatisation de la société. Et du coup, on rentre chez nous avec ça. Parce que souvent, on rentre chez nous avec ça, sans beaucoup plus d'explications. Je sais qu'il faut qu'on digère, mais on se dit que nous, quand on va rentrer chez nous, avec les médocs, tout va passer, c'est une crise, c'est terminé. Eh bien non, c'est le parcours du combattant. Et là, le problème commence avec le parcours de soins et le parcours de rétablissement. Donc voilà, c'est pour ça l'annonce du diagnostic. S'il vous plaît, expliquez vraiment aux familles les termes, enfin je ne sais pas, vraiment, je pense que c'est ce qui manque le plus et c'est ce que j'ai ressenti moi, en tout cas à mon niveau et au niveau des familles que l'on reçoit. Il y a une espèce voilà, on largue les gens un peu dans l'inconnu. Voilà. Voilà pour moi. Éric, excusez-moi, oui, Éric. Alors, il y a 2 questions. Il y a la première question qui est, peut-on deviner si une personne schizophrène souffre de schizophrénie? Je pense que oui, si on est personne concernée, famille ou soignant. Il y a certains signes, seulement quand le patient est vraiment en pleine crise. Le regard effrayé, par exemple, le manque d'hygiène corporelle et vestimentaire. Et finalement, il y a assez peu d'indices quand la personne n'est pas en pleine décompensation pour reconnaître la schizophrénie. La deuxième question était sur le diagnostic. Je pense que moi, pour mon cas, j'étais arrivé à bout de force. Je n'arrivais plus à survivre. Je voulais me percer les tympans parce que, comment dire, j'ai déjà halluciné quand j'étais seul, j'entendais des voix. Ça a été une époque très, très, très difficile. En revanche, le diagnostic a été à la fois un soulagement, mais aussi un traumatisme. Comment expliquer d'autres choses? Je ne sais pas. Laurent? Alors, je vais peut-être faire l'avocat du diable, pour une fois. Bon, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps de se mettre dans la tête qu'en face de nous, on a quelqu'un qui serait atteint d'une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Alors peut-être aussi parce qu'on a peur aussi de poser le diagnostic à certains moments, hein, parce que ça va être un truc qui va engager sur plusieurs années. Donc forcément, ça fait un peu peur de parler tout de suite, comme ça, d'emblée de schizophrénie. Donc c'est pour ça, je pense, Laurence, qu'on t'a parlé de plein d'autres choses. Dépression, trouble bipolaire, état limite, borderline. Ah, je te rassure, pas tout en même temps. Non, je pense que c'est des exemples. Au fur et à mesure des différents psychiatres que tu as pu rencontrer, ou du même psychiatre. Mais... C'est pas tout ça. C'est des familles qui sont confrontées à l'annonce d'un diagnostic. J'entends bien qu'en fonction de qui on va rencontrer, de la personne qu'on va rencontrer en face de nous, des fois le diagnostic ne sera pas posé de la même façon. Tout comme on ne va pas pouvoir expliquer de la même façon en fonction de qui est le psychiatre ou qui est l'infirmier qui accompagne. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est facile, pour d'autres pour qui c'est plus difficile. Ce qu'on a connu aussi il y a 20 ans se dépasse progressivement. C'est aussi parce qu'on était peut-être nous aussi en difficulté face à cette annonce de ce diagnostic. On est sûr, on n'est pas sûr, est-ce que ça va se remanier dans le temps? Normalement, un diagnostic, c'est posé à un moment donné. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une étiquette qui va être tout le temps. Donc, on peut aussi voir une évolution progressive du diagnostic et du traitement qui va avec. Voilà. Et donc, finalement, ça prend des fois beaucoup de temps pour être sûr, finalement. Et comme disait Eric, oui, c'est vrai que quelqu'un qui arrive mal fagoté, est-ce que c'est vraiment de la schizophrénie? Moi, j'en sais rien. Des fois, je peux trouver quelqu'un qui est à la rue et pourtant qui n'a pas forcément de symptômes de schizophrénie. Et
Je peux avoir quelqu'un qui va avoir des hallucinations et pour autant, ça ne va pas forcément être non plus quelqu'un qui est schizophrène. Donc, petit à petit, on va travailler avec la confiance qui va s'installer pour pouvoir aller plus loin dans l'ébauche et le diagnostic. Retrouver des symptômes, retrouver des... Et donc, des fois, ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, mais on ne va pas non plus forcément traiter tout le monde comme un schizophrène dès son entrée dans le service. Mais je comprends très bien le temps qu'il faut, mais le temps des familles, le temps... c'est pas mal. C'est compliqué. Et puis moi, ce que j'ai vécu dans ma famille, je l'ai vu, que mon fils, il n'allait pas bien, qu'il y avait des signes qui étaient évidents. Un peu des signes, parce que je pense qu'il y a des questions. Voilà, en fait, les signes, vraiment, c'était la déscolarisation. Enfin, d'un seul coup, moi, c'est un choc psychologique très fort. On sait d'où ça vient. Et puis d'un seul coup. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. C'est un très bon élève, il ne travaillait plus, il s'isolait, il était en internat à l'époque, il rentrait que le week-end, donc on ne voyait pas vraiment, ni au téléphone, on ne l'entendait pas. Donc le week-end, on sentait qu'il était très agressif. Qu'il était de plus en plus agressif, donc on a su pourquoi, donc on l'a sorti de cet internat, et puis on s'est rendu compte à la maison qu'il n'y avait pas que ça, il y avait des hallucinations auditives, il y avait un peu de tout, il y avait des voix bizarres, il y avait des peurs, des espèces de persécutions. Son père lui donnait des coups de couteau la nuit, des choses qui étaient complètement délirantes, quoi. Et puis, bon, c'est très progressif, hein, je résume, mais il a été suivi pendant 6 mois par une équipe de psychologues en évaluation, en centre médico-psychologique, mais voilà, avec des médicaments pour le calmer, pour le faire dormir parce qu'il ne dormait plus. C'était carrément... Et puis la violence qui montait, mais qui montait vraiment. Hein. Je n'étais pas très, très tranquille tous les jours. Et des fois, je m'enfermais dans ma chambre quand même. Hein. Et puis aussi des envies de suicide. Ah, ça, c'était aussi ça. Et en fait, il a fallu une crise plus forte, une crise, voilà. Et puis là, on est allé chercher à son collège et puis on l'a amené directement à Fonton. Voilà. Il a fallu qu'on arrive à ce point-là pour qu'il y ait cette prise en charge et cette évaluation. Et je pense que c'était bien, entre guillemets, parce qu'on ne pouvait pas... voilà. On arrivait à la limite. Voilà, les signes avant-coureurs, c'était surtout ça. Peut-être Eric aussi. Oui. En fait, contrairement, moi, ça s'est plutôt installé, la schizophrénie, sur du long terme, en fait. Je pense que chacun a son développement personnel, en fait. Mes comportements étaient dus, en fait, à des forces d'hallucination dont je vous ai déjà parlé, qui étaient paranoïdes. Ça s'est altéré, mon comportement s'est altéré au fur et à mesure du temps. J'ai commencé à ne plus parler, un mutisme total. Quand je communiquais à chaque fois, c'était pour parler de moi, de mon harcèlement, qui n'était pas réel, mais dû à mes ententes de voix. Je suis complètement devenu autocentré. Bon, mes souvenirs de ces périodes sont assez troubles. En essayant de me rappeler, je comprends que les gens qui me côtoyaient ne comprenaient pas parce que j'étais complètement hors du contexte, car je vivais plus dans la réalité, mais dans des délires. Et d'autres signes avant-coureurs, le manque d'hygiène, j'y reviens encore une fois. Et par exemple, l'habillement qui ne correspondait pas à la météo du jour. Voilà. Et Laurent, peut-être. Alors, les signes avant-coureurs, des choses comme ça, oui. Le retrait, le repli, des choses qui font qu'on se retrouve dans la chambre et qu'on n'en sort plus que pour manger ou pour crier sur les gens autour de nous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre comme signes avant-coureurs? Des consommations massives de cannabis qui viennent plutôt masquer l'angoisse et puis des consommations d'alcool massives aussi, à certains moments, qui peuvent être des signes d'alerte, en fait. Il va falloir aller vérifier qu'est-ce qui s'y cache derrière. Mais tous ces signes-là ne renvoient pas forcément qu'à la schizophrénie. Il faut aussi dire que c'est des signes d'alerte pour tout un tas de maladies mentales. Et donc, on va aller à la pêche aux informations.
on va devoir créer un climat de confiance pour que les gens puissent aussi exprimer ce qu'ils vivent dans la tête. Je pense qu'Éric, c'est pareil, tu n'as pas été du coup tout de suite dire ce qui se passait dans ta tête. Voilà. Il a fallu un certain temps pour être en capacité de verbaliser ou de mettre des mots sur... Et de comprendre. Et de comprendre, voilà. Donc, et aussi de ne pas avoir peur de cette stigmatisation qui est ça y est, on va me prendre pour un fou. Oui, tout à fait. Mais déjà, essayer de comprendre qu'on hallucine, ça m'a pris des années pour comprendre. Comment dire si j'avais été informé à la rigueur à l'époque, j'aurais pu réagir et éviter des années de souffrance extrême, en fait. C'est ça qui me reste un peu en travers de la gorge parce que, comment dire, il n'y a plus d'informations. On dit un fou, un schizophrène est un fou, point barre. Mais je ne pense pas en fait qu'un schizophrène soit un fou déjà. Mais les symptômes sont très mal connus. On n'est pas préparé. Le diagnostic nous tombe sur la tête comme pas possible, quoi. Honnêtement, je pense que c'est un de mes combats aussi. Je me permets d'essayer d'expliquer qu'on peut halluciner. C'est très important. Voilà. Alors justement, à ce sujet-là, il y a une question qui est comment Éric a appris à gérer ses hallucinations auditives. Avec chance, mes hallucinations ont presque disparu. Je dis presque, parce que quand je suis fatigué, des fois j'hallucine un petit peu encore. Et ont presque disparu avec les neuroleptiques. C'est la base, la colonne vertébrale de tous les traitements de la schizophrénie. Je pense que Laurent pourrait en parler mieux que moi. Justement, effectivement, il y a une question aussi par rapport en fait, au traitement et aussi tu peux en parler un petit peu, Éric? Le traitement neuroleptique, pour moi, une neuroleptique est antidépresseur. Parce que en ayant pris conscience de ma schizophrénie, j'ai beaucoup souffert de dépression en même temps. Donc les neuroleptiques, si on parle d'effets secondaires, ils ont un impact sur toute la vie. En prise de poids, perte de libido, émoussement émotionnel aussi. Ils agissent vraiment sur tous les mécanismes du corps. Mais ils permettent un équilibre. Ils permettent de fixer la personne qui souffre dans une certaine réalité et de le calmer, de l'apaiser en fait. Peut-être que... Moi, je sais que concernant mon fils, c'est vrai que les neuroleptiques sont présents depuis pratiquement le début. Donc, ça fait déjà 10 ans. Il y a eu des interruptions de traitement, des changements de traitement, des injections différentes, retardant, je ne sais plus comment on dit. Retard, c'est ça? Pardon. Retard, 15 jours, 1 mois, 3 mois. Je sais qu'il y a maintenant des traitements complètement différents, mieux adaptés et peut-être aussi qui donnent plus de liberté, mais enfin, il faut les prendre quand même. Les effets sont les mêmes, de toute façon. C'est assez contraignant et quand on est jeune, moins jeune, mais enfin, pour mon fils, c'est particulièrement contraignant parce que déjà, la maladie fatigue beaucoup. D'une part, et les traitements fatiguent aussi. Donc, effectivement, ça fait un cocktail détonnant. Heureusement qu'il n'y a pas encore autre chose, une prise de substance derrière, mais quoique ça peut aider aussi. Je ne suis pas habilitée à répondre sur ça, mais concernant mon fils, je trouve que ça le stabilise beaucoup. Il y a eu beaucoup de ruptures, il y a eu beaucoup de tentatives de suicide aussi, il y a eu beaucoup de rechutes, il y a eu beaucoup de décompensation, mais à chaque fois, il y a eu la reprise du traitement, donc c'est plutôt bien pour lui, entre guillemets. Voilà. D'accord. Donc là, on parle du traitement. Il y a aussi le suivi. C'est important. On peut en toucher un mot, peut-être, Éric. Oui. Le suivi est pour moi, comme je prends un médicament qui s'appelle le Leponex, je vois un psychiatre tous les mois, en fait. C'est un point où je peux me reposer, analyser calmement mes situations actuelles. Au niveau des suivis, j'ai suivi de l'ETP, éducation thérapeutique du patient, qui donne une bonne connaissance de la maladie, des traitements et des conséquences au niveau neurologique, par exemple, et de la remédiation cognitive. On avait tout à l'heure parlé
des cognitions sociales et des cognitions froides. En fait, la remédiation cognitive donne des outils à la personne qui souffre de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques pour essayer de contrer la maladie sur la vie quotidienne. Ça, c'est suivi, ça, c'est sur le parcours de soins. Parcours, après, on va laisser dans le rétablissement, tranquillement. Alors moi, si j'ai l'expérience de l'ETP, de la réhabilitation, de tout ce qui concerne, on va dire des choses concernant l'empowerment, le rétablissement, des choses qui vont faire prendre la personne au centre de sa prise en charge, hein, sa propre prise en charge, on est d'accord. La famille, on s'est rendu compte dans les statistiques de l'UNAFAM qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le TP. Voilà, 80%, à part les soignants, il n'y a pas beaucoup qui connaissent au niveau de l'ETP, des familles. Alors là, c'est un grand mystère. Quand dans les groupes de parole que j'anime régulièrement, l'ETP, ils n'en ont jamais entendu parler. Alors voilà, ça va. Je pense que peut-être Laurent, tu pourras répondre à cette question ou pas. En tout cas, oui, le rétablissement, ça passe par là, effectivement, parce qu'il n'y a pas que le médicament, et fort heureusement, parce que si avec le médicament, ça serait embêtant, parce qu'on est dans une société qui quand même met la personne au centre de sa prise en charge, de choisir au moment où elle a envie. Bon, ce n'est pas de lui mettre sur son parcours, bon, vous avez ça, ça, ça et ça. C'est le moment, hop, vous y allez. Non, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas prêt, j'y reviendrai peut-être plus tard. Reproposez-moi sur mon parcours, mais ne me laissez pas tomber. Souvent, c'est hop, on le propose maintenant parce que hop, c'est maintenant, là, toc, toc, et puis après, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Sur le parcours, on peut faire une remédiation cognitive, une deuxième remédiation cognitive. Je sais bien qu'il y a des budgets pour ça, c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a le temps pour que la personne soit prête. Voilà ce que je pense. Oui, je pense que c'est une question qui pose la question du rétablissement, du processus du rétablissement. En fait, comme tu dis, le cheminement, il n'est pas linéaire. Et la notion du temps, du rythme, appartient à chaque malade. L'essentiel est que le malade s'engage dans le processus et essaye de s'y tenir. C'est ça la difficulté, en fait, la progression. Elle peut connaître des hauts et des bas, elle peut avoir des moments de flottement. Plus l'engagement est précoce, meilleures seront les chances de réussite. Actuellement, on a établi cinq étapes de rétablissement qui sont le stade moratoire, qui est marqué surtout par un temps de retrait avec un profond sentiment de perte et de chance et du désespoir. C'est à ce moment-là, on va dire qu'on va engager surtout la relation et les soins. On va essayer de normaliser, d'apaiser les symptômes psychotiques et on va essayer d'avoir un soin plutôt intensif avec des soins ambulatoires. Et c'est à cette étape-là, surtout, que l'entourage et les soignants doivent comprendre que lorsque la personne refuse des soins, c'est qu'elle refuse d'abord d'être malade. Donc, il va falloir travailler sur cette acceptation-là, l'acceptation d'un statut nouveau. Puis, on va passer à un deuxième stade, qui sera le stade de la conscience, où là, la personne va pouvoir réaliser que tout n'est pas perdu et qu'une vie enrichissante est encore possible. Et aussi retrouver le sentiment qu'elle peut agir, que tout ne dépend pas des autres et qu'elle a son propre déterminisme, on va dire, son propre. C'est à cette étape-là qu'on va essayer d'introduire la psychoéducation individuelle ou familiale, centrée sur le rétablissement. On va essayer de traiter les comorbidités qui peuvent être l'alcool, les drogues, et on va essayer d'impulser quelque chose qui a un nouvel espoir de vie, quelque chose qui va être plutôt... Alors, il y a des choses à faire encore. Vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas que malade. Vous n'êtes pas que schizophrène. Vous avez une maladie qui s'appelle la schizophrénie, mais vous avez encore une personnalité qui vous est propre. Et on va aller travailler sur ces compétences, pour arriver justement à ce stade 3, qui est le stade de la préparation, où on va établir un bilan des forces et des faiblesses, analyser le début des efforts d'acquisition des compétences pour y arriver. C'est à ce stade-là qu'on va pouvoir essayer de mettre en place des thérapies
cognitivo-comportementale, de la remédiation cognitive, de l'entraînement aux habiletés sociales. La maladie déforme la perception du monde et induit de fausses perceptions. Donc, pour soulager angoisse, détresse, symptômes handicapants, un traitement médicamenteux fait le plus souvent partie de l'aide qui doit être apportée. Mais cette aide, elle est des fois relative. Et donc, il y a des symptômes résiduels, il y a des choses qui persistent. Et donc, on a aussi besoin d'autres prises en charge, des prises en charge plus psychothérapeutiques qui vont accompagner le patient dans sa vie. Puis viendra un stade 4, qui est le stade de la reconstruction, qui permettra d'effectuer un travail plus actif pour établir une identité plus positive, des objectifs pour reprendre sa vie en main. C'est le moment où on va penser au retour à l'emploi, formation, découverte du monde professionnel pour des gens qui n'ont jamais découvert le monde professionnel auparavant. Comment s'insérer dans le monde du travail. Et pour certains, même cet objectif-là est déjà trop élevé. Certains vont pas pouvoir y accéder. Mais on va continuer à les accompagner, à faire des choses avec eux pour maintenir cet espoir de quelque chose de différent. Puis viendra, si tout va bien, le stade de la croissance, où on va plus parler de vie autonome, marquée par l'autogestion de la maladie, la résilience et une image de soi positive. La confiance est retrouvée, il n'y a pas d'intervention spécifique, mais tous les acteurs doivent rester vigilants. À travers les différentes étapes, les patients ont découvert qu'une partie d'eux-mêmes est restée intacte, malgré les souffrances occasionnées par la maladie. Ils reprennent confiance en eux et en leurs capacités, même si les symptômes persistent. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se dit que bah non, ce n'est pas linéaire. Et donc, des fois, on passe dans un stade avant l'autre, on fait des choses. Et des fois, les équipes, elles suivent, elles accompagnent. Des fois, il y a des retours en arrière, donc il faut revoir le psychiatre, il faut revoir le traitement. Il y a donc des gens qui vont être sous traitement retard, il y en a d'autres qui vont prendre des médicaments tous les jours. Il y a des gens qui vont voir leur psychiatre tous les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, en fonction de l'évolution, du stade dans lequel ils vont être. Et c'est cette évolution-là, des fois, Et des fois, il y a aussi des gens qu'on appelle des perdus de vue. Des gens qui disparaissent et qui reviennent des fois quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, qui passent un coup de téléphone pour dire « mais tout va bien, j'ai pas besoin de vous » ou « ça va pas, vite, j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence ». Ça, ce sera aussi, je pense, des signes qu'on a réussi à travailler la confiance et la relation. Et donc, on est plus à disposition finalement et à leur rythme, finalement, que de leur imposer des choses qui ne leur conviennent pas forcément. Moi, je vais illustrer dans tout ton parcours, là, mon fils là-dedans. Alors, en fait, oui, c'est bien beau tout ça, mais ok, il est très jeune et diagnostiqué, ok, on rentre dans les soins, en emballant, on arrive, parce qu'il est mineur, à lui faire prendre ses médicaments. Alors, c'est pédopsychiatrie, il est suivi, très bien, psychiatre bien, de référence. Et puis à 16 ans, baf, il bascule dans la psychiatrie adulte, alors qu'il est quand même un tout petit peu encore jeune. Et là, changement de psychiatre, changement de rayon, j'allais dire. Mais c'est un peu ça. Voilà, on change de cursus, on passe à la vitesse supérieure. Alors, on connaît d'autres traitements. Il y a des tentatives de suicide, retour, hospitalisation. Alors, il y a un psychiatre sur le parcours de mon fils qui a dit « mais votre fils, il pourrait écrire le guide du routard du chemin parcouru, quoi. » Parce qu'il a fait tous les établissements de la métropole, donc c'est bien. Comme ça, on pourra faire un TripAdvisor de tous les établissements. Mais je dis ça en rigolant parce que c'est vrai que c'est un parcours du combattant pour les familles déjà d'accompagner. Quand il y a une personne, souvent, elles vivent chez les parents,
Donc, il faut se battre, entre guillemets, pour que le traitement soit suivi, même si la personne est majeure, et que c'est très compliqué ce parcours du rétablissement. Alors, oui, c'est chaotique et très, très complexe. Aujourd'hui, il ne vit plus à la maison. Youpi. Mais c'est plutôt bien pour lui, parce que là, on va vers l'autonomie, et je pense qu'il y a une vraie évolution. Il a fait tout, la remédiation cognitive, la réhabilitation sociale, l'éducation thérapeutique du patient. À quand l'éducation thérapeutique pour les familles? Je vous le demande. Bientôt, j'espère. Nous travaillons là-dessus, je pense, depuis un petit moment avec l'UNAFAM et puis tout un groupe de l'EPSM de Lille. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, il y a des choses qui vont arriver pour que les familles soient vraiment intégrées dans ce processus aussi du rétablissement, parce qu'elles doivent faire partie du processus de rétablissement, parce que nous savons exactement comment sont et comment vivent les personnes à l'intérieur des familles. Les psychiatres ne peuvent pas le savoir, et même si nous ne sommes pas toujours des familles aidantes, nous sommes aussi des familles aimantes. Et donc, je sais que ça fait un petit peu bondir des fois. Non, ça ne fait pas bondir. Moi, je veux juste parler de mon expérience, qui est quand même depuis 99 sur les secteurs de Bourdin. J'ai eu de la chance, moi. Je suis arrivé dans un hôpital de jour où il y avait les modules de Lieberman, donc des modules d'éducation thérapeutique du patient, et aussi un groupe pro-famille, en fonction des modules de Lieberman de l'époque, donc un groupe en 10 séances, où en fait, on apprenait aux parents, finalement, qu'est-ce qu'était la maladie, qu'est-ce qu'étaient les médicaments qu'on allait donner à leurs enfants pour les soigner, et aussi avoir des attentes réalistes. Parce que des fois, on pense que notre enfant, il va réussir comme on l'a imaginé, et pas forcément avec ses propres compétences. Depuis 1999, ce groupe-là, il a évolué. Finalement, c'est plus un groupe pro-famille, c'est un groupe d'aide et de soutien des familles. C'est-à-dire qu'une fois par mois, le samedi, entre 9h et 11h, donc en dehors des heures d'ouverture de la CMP, on accueille des parents pour les soutenir. Parce qu'on est bien conscient que c'est eux qui ont la charge, la plupart du temps, de leurs enfants qui restent au domicile, qui ont des symptômes des fois violents, des fois très violents, et ils ont besoin de ce soutien. C'est pour ça que le groupe Pro-Famille, c'était une première approche, finalement, il y a un premier besoin, mais très vite, nous, dans notre service, on s'est dit, il y a besoin d'un soutien en continu, donc sur l'année, en se disant, bah oui, il y a des gens, ils sont bien dans la difficulté, dans la souffrance. Et donc, oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se produit de cette façon-là, mais je pense qu'il y a des équipes qui le font. Tout comme il y a des équipes qui travaillent avec les familles, qui n'ont pas ce complexe, cette difficulté de travailler avec les familles, de les voir en entretien avec leur enfant ou leurs proches, parce qu'il y a des choses au niveau de la régulation. Je lance un peu le... Oui, je sais bien, mais moi j'aime bien relativiser les choses quand même en disant toutes les équipes ne sont pas pareilles. Heureusement. Et il y a aussi des gens qui travaillent aussi plus au niveau de la thérapie familiale et donc qui ont besoin. Ça, c'est le soignant. C'est le soignant, c'est le thérapeute. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le soignant, le thérapeute familial qui dit, bah oui, on peut aussi travailler avec les familles. Et oui. Dites-nous alors, Éric, votre parcours de rétablissement. Alors, il y a 2 mots qui ont émergé ces dernières années, c'est l'empowerment et le rétablissement. Donc, le rétablissement, en fait, chez les patients, pour en discuter souvent avec mes compagnons de souffrance, comme je les appelle, le rétablissement est un mot, n'est pas un concept, en fait. Se dire « je suis rétabli » a du sens. Et on ne précise pas « je suis rétabli en phase de ». Du coup, le rétablissement est un mot qui veut dire « j'ai une qualité de vie acceptable, je peux continuer à souffrir de certains symptômes, hallucinations, idées délirantes, mais ma qualité de vie est bonne. » C'est la théorie qui n'est pas complète par rapport à celle des médecins,
mais dire « je suis rétabli » a vraiment du sens pour nous. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à entrer dans ce processus de rétablissement? Est-ce que vous avez un facteur déclenchant? C'est un travail je pense que c'est un travail de tous les jours. Voilà. L'empowerment, si je peux me permettre, il est composé pour moi de droits et de devoirs. L'empowerment, c'est un droit d'avoir la main sur son propre destin. C'est un droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord, je veux telle chose, etc. En revanche, il y a un devoir à l'empowerment. Le devoir, pour moi, est envers soi-même. C'est de connaître sa maladie au maximum. Je sais qu'il y a des patients qui ne peuvent pas accéder à un niveau de savoir au niveau de leur pathologie. Ensuite, le droit qu'on nous donne en tant que patient mérite qu'on s'attarde un petit peu aussi sur la maladie. Si par exemple, on vous dit qu'est-ce que vous pensez de la prise de ce neuroleptique, si vous ne savez pas à quoi sert un neuroleptique, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je parle de devoir aussi du patient. Voilà ce que j'avais à dire sur l'empowerment. D'accord. Et donc, en fait, là, on parle aussi dans notre place dans la société. Est-ce que là, on parlait? Oui, tout à fait. On parle de tous inclusifs en ce moment. Comme le masque. Tout inclusif, ça veut dire qu'on était tous dans le tout exclusif, alors. Ça veut dire que je me mets souvent en colère sur ce sujet-là, mais on a été rejeté de ce qu'on appelle une société qui ne voulait pas voir la folie. Et je pense que c'est plutôt les fous qu'il faut être protégés de la société que l'inverse. Pour dire la dangerosité, par exemple, est-ce que tous les schizophrènes sont dangereux? Je ne pense pas. J'ai déjà eu peur d'une personne schizophrène aussi. Comment expliquer ça? Ben voilà. Moi, je pense qu'ils sont surtout dangereux pour eux. Oui, exactement. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup, ils subissent déjà la stigmatisation, etc. Puis aussi, le taux de suicide est quand même important. 10 à 15 ou peu importe. Ce qui est énorme, hein, c'est voilà. Et puis après, il y a ce qu'on parle dans les médias de tout ce qu'ils font, etc. Ça, c'est encore autre chose. Et ils subissent aussi beaucoup de violence eux-mêmes dans la rue. Il n'y a pas que dans le. Donc on voit que les côtés médiatiques très très négatifs. Voilà. Je pense que quand on rentre à l'hôpital psychiatrique pour la première fois, on s'attend vraiment à voir des choses affreuses, mais en fait, on rencontre des monsieur et madame tout le monde. Pour reprendre quelques chiffres, en fait, et aussi par mon expérience d'avoir travaillé en milieu carcéral, je peux vous dire qu'on ne rencontre pas énormément de schizophrènes en maison d'arrêt. C'est vrai que souvent, c'est des histoires qu'on met beaucoup en exergue dans la presse quand ça se produit, en appelant des fois schizophrènes des gens qui ne le sont pas du tout. Et ça, c'est l'œil après du professionnel qui se rend compte très vite qu'on a mis un mot schizophrénie sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Le taux d'homicide en France par rapport à la population générale est juste un petit peu augmenté. En fait, quand on est schizophrène, le taux d'homicide est à 0,5%. Donc vous imaginez bien, 0,5% de la population. Et un risque, hein, pas une réalité, un risque. Souvent majoré par les conduites addictives. Donc souvent, ce qui provoque le passage à l'acte, ou qui pourrait faciliter le passage à l'acte, c'est l'alcool, la prise de cannabis ou d'autres drogues. Mais en général, comme disait Eric, il n'y a pas vraiment de schizophrène violent, il n'y a pas vraiment de... Il peut y avoir de la violence des schizophrènes de temps en temps, et surtout en milieu familial, beaucoup plus qu'à l'extérieur. Et il y a plus de chances qu'un schizophrène soit agressé par quelqu'un qui ne le soit pas que dans la population générale. Donc, ils sont beaucoup plus à risque que les gens qui ne seraient pas atteints de schizophrénie. Et en plus,
pour finir un peu le tableau, il y a beaucoup plus de risques pour le schizophrène de s'en prendre à lui-même. Donc, il y a un taux de suicide beaucoup plus important chez les gens qui sont atteints d'une schizophrénie que dans la population générale. Donc, vous voyez, la violence, il y a bien de la violence, mais elle risque beaucoup plus d'être retournée contre soi-même que contre les autres. Alors justement, il y a une question. Est-ce que l'absence de traitement et de suivi égale violence? Égale, ou en tout cas, c'est une question posée. Moi, je peux répondre sur des exemples de personnes que je connais qui ne sont pas suivies, qui n'ont pas de traitement et qui font leur vie quand même bon an mal an, qui voilà. Donc, elles gèrent leur façon leur crise ou pas. Donc, il y a des gens qui ne prennent pas de traitement. Oui. Éric, tu souhaites rebondir? Sur le fait de ne pas prendre de traitement. Oui. En fait, je pense que c'est aussi une question de sensibilité à la maladie du patient, en fait. Il y a des gens qui arrivent à vivre avec une schizophrénie. Moi, j'y arrive pas. Ça, je sais. L'essentiel est de bien se connaître, de connaître ses limites et en fait de savoir quand on a besoin d'aide ou pas. Mais il y a des gens qui traversent leur vie avec une schizophrénie sans jamais avoir besoin de soins. Et il y a des gens qui entendent des voix et qui ne sont pas schizophrènes aussi. Hein, on parle des entendeurs de voix et c'est quand même important d'en parler parce que voilà, ils entendent des voix, mais c'est pas pour ça. Ils ne se revendiquent pas schizophrènes. Et ces groupes d'entendeurs de voix qui sont quand même, c'est un mouvement quand même assez récent, prouvent que il y a quand même, je crois, entre 8 à 10%, je vais dire peut-être un petit peu de bêtises, mais c'est pas beaucoup. C'est de cet ordre-là, ou 14% de personnes qui entendent des voix et qui vont faire leur vie avec leur voix. Et je remercie d'ailleurs monsieur Vincent Demassier, le président du réseau d'entendeurs de voix, dont le lien sera mis, il y aura le lien sur le site, qui fait un travail extraordinaire avec ces groupes d'entendeurs de voix, des groupes de parole, sur Armentières, Lille et Mont-Saint-Mareux, c'est ça. Donc voilà, donc 1% de personnes qui souffrent d'hallucinations qui sont soignées pour la schizophrénie, donc c'est quand même très peu. Alors, avant de passer à la partie plutôt questions autour de la famille, peut-être une dernière question finalement sur, en tout cas sur la maladie, la S. Donc, existe-t-il des tests pour détecter la S? Comment détecter ce type d'handicap qui peut être invisible? Voilà, est-ce que vous avez de quoi répondre à cette question? C'est un piège. L'imagerie cérébrale maintenant qui permet, d'ailleurs qui devrait être proposée dans les premières hospitalisations avec un IRM pointu. Il y en a, d'ailleurs, on a la chance d'en avoir dans le Nord, un ou deux, je crois. Donc, j'en sais pas plus, mais je sais que maintenant, c'est le professeur Jardry. Oui, professeur Jardry. Donc, ça devrait être dans un protocole aussi établi d'imagerie plus pointue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de choses qui ont été dites sur comment détecter la schizophrénie. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on disait il y a un gène spécifique de la schizophrénie, on va à la recherche du gène spécifique de la schizophrénie. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a encore trouvé. Il y a sûrement des choses visibles au niveau de l'IRM. Est-ce que c'est spécifique à la schizophrénie? Pour le moment, c'est encore en cours d'investigation aussi. Oui, mais pour les usagers, je pense que c'est bien d'aller vers ce truc. Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que ça se voit? Est-ce que c'est visible? C'est ça. Peut-être que dans les 20 ou 30 ans à venir, on pourra le dire. Mais, vous dites que je suis schizophrène, mais après tout... oui. Mais non, à part un ensemble de symptômes identifiés comme faisant partie du panel de ce qui est dit des troubles schizophréniques, comme disait Éric aussi, chaque schizophrène pourrait avoir une forme de schizophrénie. Voilà. Et donc,
Puis on va, comme on en parlait avant, bah oui, est-ce que la schizophrénie, ça va rester le terme à la mode pendant encore 20 ans ou est-ce qu'on va passer à un autre terme? Mon fils aimerait bien que ça s'appelle Petite pétale de rose, et ça ne sera pas ça, mais bon, c'est pas grave. Les Japonais sont passés au trouble de l'intégration. Oui, alors, tu peux me donner la version japonaise? Non, je ne parle pas suffisamment japonais pour m'y risquer. Alors, je vais aller chercher ma collègue qui va régulièrement au Japon pour... Cette petite touche de liberté, je propose que l'on passe plutôt à la partie famille, puisque en effet, un certain nombre de questions ont émané, et là, plus spécifiquement, puisqu'on a aussi des questions en parallèle. Voilà, donc Dr Trim, je vous laisse poser la question. Très bien. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure justement de la stigmatisation. Est-ce que vous pourriez justement en parler un peu plus là-dessus, de votre vécu par rapport au regard des autres? Stigmatiser, c'est transformer sa peur en préjugé, donc c'est facile à dire. Oui, l'entourage souffre forcément du regard des autres, de ne pas oser dire que son proche souffre de schizophrénie déjà, et puis c'est aussi une marque quelque part de honte, de rejet qui accompagne beaucoup les familles. Il y a toujours cette S qui fait peur, et qui est encore la représentation du fou dans la société. Alors, quand vous parlez de vos proches, ça c'est une question, dites-vous facilement qu'ils vivent avec des troubles psychiques? Oui, facilement 42%, pas facilement 45%. Donc, il y a un petit peu d'équilibre. Alors, la façon dont on en parle dans les médias, c'est façon stigmatisante, anxiogène, 64%, ce qui n'arrange pas effectivement l'envie de le dire à son entourage. Ça fait que dans la famille, tout le monde s'éloigne un petit peu, les amis, ça fait du vide. On sait sur qui on peut compter après. Et puis voir la réaction aussi des autres, c'est complètement... voilà. Ça laisse des traces. Le regard de la société, les tabous mènent à l'isolement, avoir peur du jugement, manquer de confiance en soi. Voilà ce que ça donne aux familles. Puis une petite exclusion quand même. Hein. Si on n'en parle pas et si on reste avec ça, ça reste vraiment un enfermement, quoi. On parle aussi de l'épuisement, justement, des familles. Les familles, oui, elles sont épuisées. Elles sont épuisées parce qu'elles traversent beaucoup de sentiments très compliqués, une culpabilité qui est une étape normale et qui est extrêmement fatigante. Cette culpabilité, qui vient aussi parfois du milieu des soignants. Moi, j'ai eu des réflexions et ça, je peux vraiment en témoigner parce que je l'ai vécu. Comme quoi c'était un petit peu de ma faute parce que j'avais un métier qui faisait que ça pouvait être une des raisons pour laquelle mon fils était dans cet état-là. Je dis bon, d'accord, donc on rentre chez soi avec ça aussi. Il y a beaucoup de peur, d'anxiété, de douleur, de honte, de colère. On cherche, nous les familles, on cherche le pourquoi. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Et qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il soit comme ça? Et c'est vraiment cette culpabilité qui nous bouffe pendant un bon moment et qui va rester un bon moment. L'empathie face aux proches malades, parce qu'on oublie un petit peu dans la fratrie. Donc, on met la personne malade au centre de la famille, donc ça fait un petit peu, c'est compliqué. Et puis, l'appréhension du futur, parce que qu'est-ce qu'on va devenir? Et surtout, on apprend à passer au comment on va devenir. Moi, je rajouterais presque aussi qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on ne sera plus là. Mais c'est ça, l'appréhension du futur. Je l'ai mis là-dedans. Et non pas que pour nous, c'est pour les fratries aussi. Oui, et pour tout le monde. Qui va prendre en charge mon frère, ma sœur? Et là, si on n'a pas, et là, j'en parlerai après, parce que je pense qu'il y a une question là-dessus, comment on les prend en charge et comment on amène aussi tout ça? Je peux intervenir sur mon expérience à moi de stigmatisation. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon papa était atteint de schizophrénie et a été longtemps hospitalisé à l'hôpital d'Armentières. Je vais prendre un exemple de mon enfance. C'était le moment où on devait remplir la petite fiche à l'entrée à l'école de présentation, là, où on doit mettre son nom, son prénom, le nom de ses parents, son adresse et la profession des parents. Et ben moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Qu'est-ce que j'allais mettre? Qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre sur ce truc-là? Parce que je m'étais dit qu'il était fou, qu'il était malade mental, sans profession.
Ben, quand j'ai enfin pu le dire à ma mère, elle m'a dit bah, tu mets en invalidité. Invalide, non-valide, c'est quoi ce mot aussi compliqué, stigmatisant pour les gens qui le reçoivent finalement? Est-ce qu'il y a une limite de validité? Et ben non, en fait, c'était juste, en fait, mon père, il recevait une pension d'invalidité. Ben oui, il avait travaillé, donc il avait le droit à une pension d'invalidité, mais la société le mettait à l'écart en l'hospitalisant pour se protéger, pour le protéger, pour me protéger aussi peut-être. En 1973, à 8 ans, j'ai dit non quand il a pris une fourchette pour la planter dans la main de ma mère. J'ai quitté la maison, je suis parti chez mes grands-parents, il habitait dans la rue derrière. Je me souviens qu'il parlait souvent avec la télévision, qu'il lui envoyait des ondes. Le médecin a été appelé et puis il a été hospitalisé. Et après, le temps est passé et puis il n'est pas sorti de l'hôpital avant que j'ai 23, 24 ans. Donc, avec 16 ans d'hospitalisation. C'est vrai qu'à l'époque, c'était difficile d'en sortir. Il n'y avait pas beaucoup d'alternatives à l'hospitalisation. Ça prenait du temps. On était longtemps hospitalisés. Moi, ce que je pense de la stigmatisation, c'est qu'elle sert avant tout celui qui stigmatise afin qu'il puisse se croire à l'abri des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire, c'est l'autre, c'est pas moi. C'est facile. Ça permet de mettre à distance ce qui pourrait m'affecter, ce qui pourrait me faire peur, ce qui pourrait... Et pourtant, cet autre-là que je mets à distance, il me ressemble pourtant énormément. Il est comme moi, finalement. C'est un être humain comme les autres. Et pourtant, il faut que je le mette loin de moi pour me protéger de ce que je pourrais ressentir. Et si en plus, ça pouvait s'attraper? On ne sait jamais. Préférons souvent donc qu'il soit un aliéné plutôt qu'un alter ego. Et pourtant, cet alter ego, de temps en temps, il vient m'interroger. Il vient me dire, mais je suis là, j'existe. Je ne suis pas que ce problème-là que tu vas mettre en avant. Je suis un être humain comme toi. Et pourtant, c'est tellement difficile ou c'est tellement facile de comprendre que l'autre a une souffrance. Et que c'est cette souffrance finalement qui est en avant. Et pas forcément ce que je vais en voir. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que les familles sont épuisées et que si elles sont épuisées, comment échapper à l'épuisement? Mais c'est vrai qu'il y a des familles qui sont épuisées. J'en rencontre régulièrement et donc des fois, ce qu'ils demandent, c'est un temps de répit. Un temps où finalement, ils ne seraient pas avec l'autre qui souffre. Parce que la souffrance, elle vient nous toucher aussi. Donc on souffre aussi. On souffre. On a une souffrance mutuelle. Surtout si l'autre il fait des choses qui ne nous plaisent pas beaucoup, qui nous interpellent. Je veux dire, ce qui fait peur, finalement, ou ce qui fait souffrir, c'est ce qui est visible. C'est le délire, les hallucinations, le manque d'enthousiasme à se mettre en route. Et donc, on est derrière en stigmatisant. C'est ça, on est toujours derrière. Au niveau de la souffrance parentale ou des proches, je voudrais juste dire un petit mot comme ça. La souffrance appartient au malade. Si vous essayez de vous projeter dans la tête du malade, vous allez forcément trouver avec vos éléments des souffrances plus qu'extrêmes. On peut être schizophrène en étant heureux, et on peut être heureux en étant schizophrène. Il ne faut jamais oublier ça. Même si on n'a pas un schéma de vie commun, pas en couple, pas de travail, pas de logement individuel, on peut être heureux. Et il n'y a pas que souffrance dans la schizophrénie, il y a des moments de bonheur aussi. Se mettre à la place des personnes qui souffrent d'une maladie mentale n'est pas forcément une chose judicieuse, parce qu'on a des références de bonheur égales à soi-même, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Très sage. Très sage. Non, c'est vrai, et tu as raison, Eric. Le problème, c'est cette peur, nous, dans les familles qui ne nous quittent pas, c'est la peur viscérale, c'est la peur de la perte de... Voilà, c'est cette peur qui est là, présente tout le temps. Et même si la personne, elle n'est plus là, elle ne vit plus dans la famille, il y a toujours cette épée de Damoclès de savoir que il peut y avoir un passage là. Mais je sais bien, je comprends très bien ce que tu dis, Eric, mais nous, on a du mal à le vivre au niveau de l'émotion. Alors justement, il y a une question par rapport à ça. Est-ce que la thérapie familiale peut-elle être un outil
pour reconsolider ou consolider les liens familiaux? Existe-t-il des partenaires thérapeutes? Alors moi, je vais répondre juste personnellement, ça n'a pas été d'utilité du tout, à part de mettre encore plus de problèmes dans la famille. Parce que là, il y a tout qui éclate. Déjà que c'est déjà pas mal l'éclatement, on s'éclate bien. Alors là, au niveau de la thérapie, ça n'a pas été bien pour nous en tout cas. Parce que c'est des révélateurs de personnalité. Est-ce que Laurent... Oui, oui. C'est sûr que la thérapie familiale, ce n'est pas forcément conseillé ou prescrit pour tout le monde. Je pense que déjà, il faut aussi se dire qu'il faut de la souffrance. C'est la souffrance partagée qui va faire l'indication finalement de la thérapie familiale et aussi des difficultés relationnelles qu'on va pouvoir envisager dans cette thérapie. C'est-à-dire que oui, il y a des moments, ça peut clasher, ça peut être difficile, ça peut être... Après, c'est aussi comment on l'initie, comment on la pratique, voilà, je veux dire, c'est un travail quand même considérable. On est des fois 1 ou 2 thérapeutes avec une famille qui peut être composée de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'est déjà arrivé d'accueillir 4 enfants, 2 parents, une grand-mère en thérapie familiale. Et donc forcément, ça peut partir très vite dans des règlements de compte. Un ring de boxe. Il y a des choses qui vont se dire qui ne vont pas forcément plaire, oui. Il y a d'autres, peut-être, je sais pas, il y a des groupes de parole de chaque côté qui peuvent aussi permettre de libérer la parole de l'usager aussi, et puis de la famille qui existe aussi, qui peut... Enfin, moi, je parle de l'UNAFAM parce qu'on a des groupes de parole qui sont quand même... qui permettent justement de libérer la parole, d'écouter, d'intervenir et puis aussi de déposer des choses et puis peut-être trouver des solutions ensemble parce qu'il n'y a pas de solution pour... il n'y a pas de clé en main. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est pas parce qu'on souffre de schizophrénie qu'on a l'excuse de tout non plus. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. On a aussi une personnalité, notre façon de voir les choses, notre façon, comment expliquer ça, d'agir. On peut être schizophrène en sachant et en ayant les responsabilités de ses agissements. Je pense que c'est très important à savoir, ça. Ensuite, au niveau du décès des parents, parce qu'il faut en parler forcément, je pense que là, c'est une lutte aussi pour l'autonomie en tant que malade. Mais les parents peuvent essayer d'éloigner leur enfant tout doucement. Et je pense que c'est une des bonnes solutions pour les préparer à leur décès. Voilà. Mais en sachant qu'il y a une majorité même de personnes concernées qui vieillissent en même temps que leurs parents, qu'il n'y a pas assez de logements, qu'il n'y a pas assez de plein de choses dans une société dite inclusive, on tourne un peu en rond sur des problèmes qui sont fondamentaux. Donc, on a beau dire, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais des fois, il n'y a pas de solution. Alors, une question un peu complémentaire concernant justement les partenaires pour les familles. Quels sont-ils? Il y a aussi la question de la peur des familles est provoquée par le manque d'informations sur la maladie, le manque de solutions aussi pour les soutenir. Qu'est-ce qui existe? Le répit, les GEM, autre chose? Les GEM, c'est surtout pour la personne concernée. En fait, les groupes d'entraide mutuelle sont faits pas pour les usagers, par les usagers. Donc, ça, c'est plutôt bien. Hein, ils ont leur espace à eux. Nous, les familles, il y a les associations d'usagers et heureusement, il y a l'UNAFAM, entre autres. Hein, mais l'UNAFAM est présente justement pour accueillir, orienter et être là pour aussi former et informer les personnes. Le respect des droits des familles, les aider, les accompagner sur ce parcours qui est un parcours du combattant, qui est franchement quand on doit remplir des dossiers à la MDPH ou qu'on doit parce que c'est difficile de remplir tous ces dossiers, les demandes de prestations compensatoires du handicap qui, entre guillemets, concernant le handicap psychique est lamentable. En tout cas, au vu de la loi, elle n'est pas en tout cas adaptée actuellement. Et ça, c'est à revoir. Et je pense que ça a besoin d'être revu. Mais notre association est là pour accueillir les gens, les former, les accompagner et leur donner l'envie d'avancer ensemble.
Voilà, c'est cette force. Quand on est ensemble, la femme, c'est 15 000 adhérents, 2 000 bénévoles. On est quand même une force au niveau des pouvoirs publics. On est représentatif des familles. On existe depuis 1960, au moment où les asiles se sont vidés, entre guillemets, et où les personnes sont revenues dans les familles. Donc, c'est vraiment le côté d'accompagnement et de formation. D'ailleurs, on fait des formations pour les familles. Comment accompagner son proche avec ce parcours de schizophrénie, etc. Donc, on a vraiment des outils, des moyens pour former nos bénévoles, puisque nous sommes nous-mêmes concernés par la maladie psychique, et puis de pouvoir, de par notre expérience de famille, apporter de l'aide. C'est pour ça que je suis arrivée, parce qu'on m'a aidée. J'avais envie d'aide et j'avais nulle part ailleurs. On m'a donné cette aide. Une petite affiche à Fontan, dans un petit coin. Rejoignez l'UNAFAM. C'est ça qui m'a donné l'envie d'être militante et d'être là pour les familles tout le temps, parce qu'elles en ont besoin. Voilà. Alors, il y a un commentaire complémentaire qui dit que les SAMSA, donc les services d'accompagnement, ont aussi vocation à donner du répit aux familles de par l'accompagnement proposé. Et aussi maintenir l'autonomie des personnes qui vivent seules, justement. Parce qu'il y a ceux qui vivent en famille, mais il y a aussi toutes les personnes qui vivent seules. Je vais prendre l'exemple d'un de mes suivis. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui perd ses parents sur 2 ans, et qui se retrouve tout seul dans sa maison. Et donc la difficulté de mettre en place justement de l'aide, parce qu'il habite à l'autre bout du secteur des WEP, donc sur Martigny, où il n'y a personne qui veut intervenir. Et finalement, la solution, ça a été de lui proposer un appartement associatif, avec justement quelqu'un qui vient l'aider pour faire le ménage, la mise en place d'un SAMSA pour ses loisirs, et aussi l'entrée, SAVS ou SAMSA, ça dépend des lieux, et aussi la possibilité pour lui d'intégrer un accueil de jour pour dire qu'il fasse des activités, pas forcément en hôpital. Voilà. Donc, la mise en place progressive de toutes ces aides-là pour qu'il ait son autonomie. Maintenant, ça fait 5 ans, je pense, 5 ans, 6 ans, qu'il continue à vivre seul dans son appartement avec ces aides-là. Et donc, c'est aussi la possibilité, à un moment donné, d'avoir cet accompagnement-là. Quand les parents, justement, viennent à décéder ou à disparaître, c'est aussi le rôle du secteur, finalement, d'accompagner. À condition qu'il y ait une prise en charge d'âge, d'allocation adulte handicapé, qu'il y ait ce processus de rentrer dans tout ça. Il y a aussi la possibilité dans les CAP de rencontrer des assistantes sociales pour aider. Il y a aussi des assistantes sociales à la commune. Il y a aussi je pense qu'il y a aussi des aides possibles pour remplir les dossiers. Je pense qu'il faut aller chercher. C'est vrai que c'est oui, il faut aller chercher. Tu as trouvé le mot. Il faut aller chercher. Et oui, parce que mais comme toute personne, il ne faut pas croire. Oui, non, mais c'est encore pire. Laurent, le parcours du combattant, c'est un parcours du combattant. Et je te promets que quand on doit, de bout en bout, aller chercher, courir après l'assistante sociale, aller courir après le psychiatre parce qu'on ne trouve pas, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut évaluer des choses, c'est d'un complexe. Je comprends que tu es dans un système qui tourne, nanana, mais nous, on est à côté et on court après tout le monde. C'est vrai que c'est complexe. Et c'est complexe, c'est usant. C'est difficile à comprendre le fonctionnement des différentes structures. C'est aussi pour ça que c'est mis en place des conseils locaux en santé mentale pour justement que les partenaires puissent se parler, s'expliquer finalement mutuellement ce qu'on fait pour pouvoir adresser au bon interlocuteur au bon moment et essayer d'aller vers plus de transparence aussi. Parce que des fois, c'est compliqué de savoir comment ça fonctionne à tel endroit, tel truc. C'est ce qu'on cherche en tant qu'association aussi d'usagers. Et ça prend du temps. Vous avez parlé du soutien de famille, vous avez parlé justement des structures d'hébergement. Enfin, je peux me rajouter, il y a aussi les habitats partagés, par exemple. Je vais parler. Il y a quand même aussi un autre aspect qui est important, c'est tout ce qui est niveau insertion donc, professionnelle.
Ben, Vous pouvez en parler. voilà. Moi, je vais juste parler de mon fils et de l'expérience de mon fils, puisque c'est de lui dont on parle, pas de moi. Actuellement, il est dans un habitat type inclusif, donc dans comment on appelle ça, une pension de famille, en fait, à Tourcoing. Et c'est Fraternative, c'est ce qu'on appelle la maison d'à côté, donc qui accueille 10 résidents, 9 résidents actuellement, et qui permet justement, avec des maîtresses de maison, de pouvoir les accompagner, d'accompagner ces personnes en situation de handicap psychique, de 25 ans à 60 ans plus, et d'être là pour les aider dans leur autonomie. Je dis bien ça, c'est très important cette notion-là. Actuellement, mon fils est pris en charge par un autre dispositif qui s'appelle les Athétiques, que tu connais, Eric, et qui est pour moi formidable. C'est un dispositif d'accompagnement à l'emploi dans le milieu ordinaire et qui permet d'accompagner des personnes qui ont envie de travailler et de leur permettre de travailler dans des conditions qui sont les conditions qui sont les leurs. C'est-à-dire avec un temps de travail qui leur va bien, qui soit adapté à leurs possibilités. Ça, c'est important parce que ça, c'est ce qui ne se fait pas trop. Donc, c'est une orientation MDPH et les AT. Donc, voilà, il est dans ce cursus-là. Pour l'instant, c'est compliqué parce que mon fils n'a pas de bagage, n'a pas de diplôme, donc c'est compliqué même actuellement avec les gens ordinaires, mais avec la période Covid, c'est encore plus compliqué. Mais il a trouvé un emploi dans une épicerie solidaire et il est bénévole, comme sa mère. Et en fait, deux matinées par semaine, et ben, il est bien. Il est bien. Et franchement, c'est ça pour moi, l'intégration dans la société, c'est de pouvoir, il a choisi ça, il fait ça, et il fera peut-être autre chose plus tard, mais il est bien, il n'est plus dans son appartement à tourner en rond, à faire des tas de trucs qui saoulent la télé, en fait, et voilà. Alors peut-être Eric, au niveau du logement, de l'emploi. L'emploi, Laurence a bien évoqué les actes. À savoir que la schizophrénie est stigmatisant et le fait de ne pas travailler est stigmatisant aussi. Il y a des gens qui arrivent à travailler avec une simple RQTH. Il y a des personnes qui arrivent à travailler en cachant leur maladie. Il y a des gens qui travaillent en ESAT ou en ESAT dans les murs, comme Laurence vous a expliqué. Dans la vie professionnelle, mon plus grand obstacle est de nier mon handicap psychique. Au niveau cognitif, comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple, si je nie mon handicap, j'ai essayé de le faire à la fin de la première décompensation, ça m'a valu une autre décompensation. Comment expliquer ça? Donc, nier le handicap n'est pas bon pour tout le monde, en fait. Mais il y a des gens qui arrivent à vivre et survivre en travaillant dans des entreprises ordinaires sans suivi socio-professionnel. Et des fois, ça marche. Peut-être quelque chose à ajouter? Juste un truc, c'est l'anesthésie de la volonté. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est anesthésié. On ne sait pas qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Des fois, on n'a pas envie tout court. C'est une espèce d'anesthésie de se dire, je ne sais pas, hein, moi, je vois un peu ça, d'être cette volonté qui est un peu, voilà, qui n'est plus là ou qui n'est plus... On avait une question pour préparer qui était sur comment motiver une personne qui souffre de schizophrénie. En fait, ce que j'avais préparé comme réponse, c'était que c'était l'apragmatisme. C'est le symptôme sans doute le plus invalidant de la schizophrénie. Et j'avais trouvé une formule qui disait qu'on ne devait pas faire preuve de volonté, mais de détermination. C'est-à-dire que c'est une lutte permanente, en fait, sur soi-même, et qu'il faut toujours essayer d'en faire plus. En revanche, l'apragmatisme où il y a très peu de soins finalement sur cette est vraiment très invalidante en fait et suscite l'incompréhension de nos proches, des personnes qui voient la situation de l'extérieur et qui ne comprennent pas ce symptôme de la schizophrénie en fait. Moi, je comprends très bien que mon fils n'ait pas envie de travailler. C'est pas envie. Non, c'est pas l'envie, mais c'est pas... Si, quelque part, il n'a pas
c'est pas, je sais pas, je sais pas comment. Ce qui est important, justement, c'est le regard aussi de l'employeur par rapport, Ah oui, notamment. Est-ce que vous pouvez en parler par rapport à l'accompagnement de bénéficiaires? Justement, ça permet aussi à l'employeur justement de mieux comprendre comment ça se passe. Pour mon expérience en ESAT hors les murs, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles qui se sont soldées avec une rupture de la mise à disposition, des contrats qui relient l'ESAT, l'usager et l'entreprise partenaire en fait. Quand on me demande quelque chose que je ne sais pas faire, déjà j'ai du mal à dire je ne suis pas assez compétent pour le faire. Et si en face de moi j'ai quelqu'un qui ne prend pas en compte mon handicap, qui me stresse, qui me fatigue, qui me demande la même chose qu'une personne valide, c'est une catastrophe à chaque fois. Ça a toujours été une catastrophe. Donc le travail de l'intermédiaire, ce sera aussi de pouvoir expliquer justement tout à fait, à l'employeur finalement quelles sont tes limites dans le travail. C'est pour ça qu'il y a une médiation essentielle du responsable de suivi professionnel de l'ESAT. Et pour revenir un peu sur ce qu'on disait aussi, je pense que par rapport à la pragmatisme, c'est pas forcément qu'on n'a pas l'envie, c'est qu'il manque le petit déclic pour le faire finalement. C'est ça des fois qui est compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Alors oui, on a encore beaucoup de questions à répondre. Alors peut-être en prendre encore quelques dernières et puis ensuite on s'arrête vraiment puisqu'en effet on est pris par le temps et on s'était engagé à s'arrêter à midi. Il est déjà 12h03. Donc de toute manière, je pense que le webinaire a plu et on refera sans doute en tout cas, on reproposera ce type de format début d'année 2021. Mais peut-être pour répondre très rapidement, il y avait une question, est-ce que votre fils a déjà intégré un CRP, donc il y a un centre de réadaptation professionnelle? C'est le CLRP, Centre Lillois de rééducation professionnelle. C'est ça. Sur orientation, sur notification de la NDPH, oui. Alors, il a été une évaluation, il y a plusieurs étapes. Je ne sais plus d'ailleurs lesquelles. La première étape, en fait, ça dure 6 semaines. Oui. Et donc, en fait, ça se passe en groupe. Et donc, c'est une évaluation, justement, déjà, de la personne au sein du groupe. Et comment, après, aussi... Il y a eu la deuxième période. Alors, il attendait énormément. Il avait 20 ans. C'était l'un des plus jeunes. Il s'est retrouvé... voilà, c'était le tout début de l'expérimentation sur la schizophrénie, d'ailleurs, Et donc, ça s'est traduit. Lui, il attendait une formation professionnelle. Il voulait travailler dans une administration. Il y avait des formations d'ailleurs à l'époque. Je pense encore maintenant. Et du coup, après l'évaluation, il a fait ses 2 ans d'évaluation et d'orientation, de réorientation. Et au final, on lui a dit non, retour aux soins. Alors là, c'était un vrai échec pour lui. Donc, il ne faut pas hésiter à redemander. C'est une notification, quand on refait une demande MDPH, de redemander cette réorientation professionnelle au cours du parcours parce que ce n'était pas le moment, tout simplement, pour mon fils. C'était un échec. Franchement, il attendait beaucoup, mais il n'était pas prêt. Et je pense qu'il n'était pas prêt. Il était trop jeune. Voilà. Oui, docteur Tring. Je ne sais pas si vous avez bénéficié en fait d'une orientation au centre de réadaptation professionnelle. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Bon, peut-être la dernière question qui nous est parvenue déjà il y a une bonne trentaine de minutes, c'est quelle est la différence entre la bipolarité et la schizophrénie, Laurent? Alors, on n'est pas du tout sur le même schéma. Ah oui. Alors, le trouble bipolaire, c'est une succession de ce qu'on peut appeler des accès maniaques et des accès dépressifs. Donc on est aussi dans une maladie invalidante au long terme, avec des gens qui vont des fois préférer cette phase où ils sont un peu contents d'eux, satisfaits, qui vont être les maîtres du monde. Les maîtres du monde. Il y a un très bon film avec Richard Gere où on le voit, en fait, il est chef d'orchestre, il travaille sur un toit et puis à un moment donné, il voit un avion qui passe, il voudrait l'attraper et à un autre moment, en fait, il y a un concert et puis il va prendre la place du chef d'orchestre.
Voilà. Parce qu'il est persuadé en fait qu'il est génial, qu'il est chef d'orchestre. Et d'autres moments où il va y avoir des accès quasi mélancoliques, où il va régresser dans son lit avec l'envie de disparaître, de mourir, et voilà. Et c'est cette succession finalement de phases qui va pouvoir être le diagnostic de. Et il y a des gens qui vont être juste hypomanes. Ils vont être tout le temps dans un état d'euphorie perpétuelle. Et donc c'est très gênant aussi pour les familles parce que comme ils se couchent pas des fois, et donc ils sont tout le temps en super forme et donc ils vont réveiller tout le monde dans la maison. Voilà. Donc c'est un peu la différence avec la schizophrénie où on n'a pas du tout les mêmes symptômes. Alors, simplement une petite... alors, je retrouve, par rapport à l'emploi et le handicap psychique et la schizophrénie, un professionnel répond aujourd'hui des référents handicap sont dans chaque agence Pôle emploi. Votre fils peut être accompagné dans une définition de projet professionnel. Je suis moi-même référente de mon agence Pôle emploi et je travaille avec des personnes sur leurs projets. Voilà. Est-ce que c'est vrai enfin, je pense que c'est vrai. Cap emploi, Pôle emploi, ce ne font qu'un. Alors, question je renvoie la question au monsieur. Alors, est-ce que Cap emploi, Pôle emploi ne font qu'un? Le dispositif emploi accompagné. Oui. Job. Alors là, j'avais tout un truc sur ça, mais je pense que Marine, tu as mis un lien, je pense, sur tout ce qui était l'emploi. Oui, j'ai mis. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à se dire, les clubhouses qui n'existent que dans certains endroits, les job coaching, AGFIP, il y a aussi le dispositif d'emploi accompagné, hein, dans le Nord aussi. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs, tout compte fait. Hein. Oui. Là, on n'a pas le temps. Il suffit en effet de les recenser, mais en effet, j'ai mis dans la discussion déjà un certain nombre de liens. Alors, au vu du temps imparti, peut-être que l'on peut conclure et donc à chacun de faire sa petite conclusion. Donc, à vous. Voilà. Bon, ben voilà. C'est moi qui vais prendre d'abord. Alors, la conclusion de tout ça, c'est vrai que c'est riche et on a plein de choses à dire à chaque fois et on est un peu frustré parce qu'on n'a pas tout dit. Mais moi, je pense que faut changer vraiment le regard sur la schizophrénie, déjà. Pour faire simple, pourquoi pas changer le nom et vraiment changer ce nom. Je pense qu'en ce moment, il y a d'une révision, l'OMS a réalisé une étude sur la schizophrénie dont les résultats vont dans le sens d'une redéfinition du terme, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça va pas changer, ça va changer peut-être beaucoup de choses et c'est une question de concept, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer au niveau législatif aussi. La santé mentale nous concerne tous. Donc, on peut tous être concernés, et surtout en ce moment, dans ces temps où on est un peu coupé de pas mal de choses, revenir à l'essentiel, et puis aussi de dire que positiver, il y a des choses qui marchent. Notre santé mentale, si on veut, c'est comme la forme physique, il faut l'entraîner. Et moi, je sais que je fais de la sophrologie, et ça peut aider aussi à reconnecter son équilibre corps-esprit. C'est bien de ça dont on parle dans la santé mentale. Donc, à chacun de trouver son petit bonheur, son petit plaisir. J'avais autre chose à dire. Eh bien non, j'avais juste une suggestion aussi de dire, pour finir, et puis venez à l'UNAFAM surtout. Ah là oui, j'ai oublié ça, parce qu'en plus, je ne sais pas militer vraiment. Hein. Venez chez nous si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'informations, on est là. unafam.org, vous avez tous les départements, vous avez le Nord, vous cliquez dessus et vous avez tous les points d'accueil dans le Nord. Voilà, ça c'est sûr. Alors, une petite phrase, la folie n'est-elle pas de voir le monde tel qu'il est? J'arrêterai là. Merci. Moi, je voudrais remercier le CREPSI pour cette initiative et pour les autres, en fait. Et puis, j'espère qu'on pourra se dire à bientôt. Voilà, merci. Merci Eric. Alors, moi, je vais conclure en reprenant ma petite casquette de musicothérapeute, c'est-à-dire que j'ai choisi 4 extraits de chansons. Quand tu n'y crois plus, que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, quand assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert, quand mal, trop mal, on marche à genoux, quand sourds les hommes n'entendent plus le cri des hommes, tu verras, l'aube revient quand même, tu verras, le jour se lève encore, même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras, le jour se lève encore. Jean-Louis Aubert, dans L'aube revient encore. Après Lavilliers, l'espoir, Jeanne Chéral,
pour la noirceur du soleil sur le sable des marais, pour ta beauté au réveil, pour mon calme retrouvé, et si l'espoir revenait, tu ne me croirais jamais, dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout, et si l'espoir revenait. Barbara, le mal de vivre, et sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin, et puis un matin, au réveil, c'est presque rien. Mais c'est là, ça vous émerveille. Au creux des reins, la joie de vivre. La joie de vivre. Oh, viens la vivre, ta joie de vivre. Et pour terminer, grand corps malade, pour accepter cette position et trouver un espoir adapté, alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas, au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Et pour vraiment conclure, chaque être humain est le fruit d'une histoire singulière, unique. C'est pourquoi personne ne peut être mis à l'écart en raison de ses différences. Qui que nous soyons fiers de qui nous sommes. Et puis, merci à tous qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Estelle, si vous voulez conclure. Je pense qu'à nous deux. Oui, je m'associe. Je pense qu'après, il sera plusieurs à organiser. Et puis, un grand merci en fait à vous trois, Éric, Laurence et puis à Laurent, puis aussi à Marine, pour l'organisation de cette journée très enrichissante. Et je pense qu'il y a un mot qu'il faut qu'on garde, c'est l'espoir. Pour conclure en fait cette journée. Donc tout à fait, gardons espoir et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.